notre invité, Dr Bogassako Gervais, président de la FIDOP. Et avec lui, on fera un peu le tour d'horizon. Donc, depuis déjà plusieurs mois, le docteur Bogassako Gervais affirme que la démocratie ivoirienne est fragilisée par donc, les exclusions politiques, des décisions judiciaires contestées et des institutions qui peinent à rassurer donc, une partie donc, de l'opposition. Ces derniers jours, hein, M. Jean-Luc Mélenchon a tenu donc, des propos très proches de certaines analyses défendues depuis longtemps par le docteur Bogassako Gervais, notamment sur le rôle de la France, l'exclusion d'opposants et la situation politique en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout à fait normal que nous l'avons vu aujourd'hui, que nous l'avons aujourd'hui. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France lui a répondu par un communiqué très ferme. L'ambassade répond-elle réellement aux questions donc de fond, essentiellement à la forme? Avec le docteur Bogassako Gervais, nous allons donc analyser tout ça et puis voilà, et puis nous donner son point de vue. Alors, docteur Boga, encore une fois, bonjour et surtout, comment allez-vous? Bonjour Jacques Roger, je salue tous les amis et frères, compatriotes ivoiriens, africains, panafricanistes, etc., qui suivent Jacques Roger. C'est vrai que cela fait quand même 1 à 2 semaines que nous ne nous sommes pas parlé. C'est un bonheur d'être là parce que l'Afrique nous interpelle et la Côte d'Ivoire en particulier nous appelle. Et donc, je vais très bien. Et c'est toujours un plaisir de retrouver tout le monde et d'analyser aujourd'hui un sujet qui vient pour corroborer, pour confirmer, pour attester que nous sommes dans le vrai, que tout ce que nous avions dit sur la Côte d'Ivoire, s'agissant des élections, qu'il s'agisse du troisième mandat ou du quatrième mandat, nous étions dans le vrai et nous sommes dans le vrai et nous sommes heureux de parler aujourd'hui de cette sortie, j'allais dire, pas surprenante pour nous autres, mais très, très puissante de M. Jean-Luc Mélenchon et dit surtout ce qui fait peur au régime Ouattara aujourd'hui avec cette sortie de M. Jean-Luc Mélenchon et qui a justifié ce communiqué laconique du gouvernement ivoirien. Justement, docteur Boga, bon, certaines personnes diront que M. Maléchon n'a fait que dire ce que beaucoup d'Ivoiriens disaient depuis longtemps. Avant de commencer l'émission, docteur Boga, pourquoi cette fois-ci ça l'est fait? Alors que le docteur Boga Sako et beaucoup donc, de cadres ivoiriens en parlaient. Pourquoi maintenant ça l'est fait? Est-ce que c'est parce que ça sort de la bouche d'un blanc, d'un français, docteur Boga? Oui, c'est une très bonne question. Peut-être il va falloir la poser au régime RHDP. En fait, pourquoi Jacques Roger, des personnes telles que Dr Boga ou bien un certain nombre de cyberactivistes sont-ils traqués? Sont-elles traquées, ces personnes-là? Pourquoi nous autres, nous sommes pourchassés? Parce qu'en fait, nos analyses sont pointues. Nos analyses sont précieuses. Et le statut que nous occupons, pas toute vanité mise à part, tout fanfaronnade mise à part. Nous sommes enseignants d'université, donc nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes défenseurs des droits de l'homme depuis près de 30 ans. Nous sommes écrivains. Et quand nous sommes allés en exil pendant les 10 années en Europe, ayant sillonné la plupart des chaînes de télé, etc., les gens connaissent la, la pertinence de nos analyses et de nos réflexions. Et donc, le régime Ouattara en a peur. Si des personnes comme nous autres prospèrent ou prospéraient, elles les alerteraient mieux, elles éclaireraient l'opinion nationale et internationale. Et donc, ce sont des personnes à abattre, ce sont des personnes à museler. Vous voyez, je ne veux pas être seul à me citer moi seul, mais je peux citer aussi Puchéric Ballet, qui est aussi très, très connu dans le milieu et qui est très respecté aussi pour ses analyses. Donc, cher ami, en fait, nous faisons peur parce que nos analyses-là sont très souvent suivies, écoutées par l'élite internationale. Vous savez très bien, en tant qu'universitaire, vous-même, que les diplômes que nous avons, les universités n'ont pas de frontières. D'où le nom université. L'université, il n'y a pas une université en réalité africaine, ivoirienne, burkinabé. Non, il y a une universalité du savoir. Donc, quand un docteur parle en Côte d'Ivoire, ça interpelle le docteur américain, ça interpelle le docteur français, ça interpelle l'élite. Vous voyez, et puis en plus, on est quand même entre nous, écrivains, on se connaît.
Donc, on sait se lire et on sait se comprendre. Quand j'ai Mhm. fini de dire cela, c'est parce que les hommes comme Mélenchon lisent nos analyses et ils y accordent de la crédibilité. Voilà, je ne vous apprends rien. Quand j'étais en exil pendant les 10 années, j'ai fait la plupart de ces personnalités. Il y en a que nous rencontrons, que nous fréquentions, etc., pour leur expliquer. Et puis, ils sont très attentifs. Parce qu'en Occident, les défenseurs des droits de l'homme sont très respectés. En plus, vous avez des ouvrages qui existent. Vous allez comment dire, à l'Harmattan, en France, vous allez à Berlin, aux éditions universitaires européennes. Mes livres, ils sont donc, il y a, tout ça, ça justifie la crédibilité de la personne. Le régime Ouattara n'aime pas ça. Le régime Ouattara, il banalise les cyberactivistes, il préfère ceux-là parce qu'il ne leur accorde pas d'intérêt. Mais il se trompe parce qu'aujourd'hui, le monde est très, très médiatisé et donc il devrait faire erreur. Donc voilà un peu ce que je puis dire. Moi, je ne suis pas surpris de l'analyse de Mélenchon parce qu'entre intellectuels, on se comprend. Et vous allez me permettre de rentrer dans le fond pour voir que M. Mélenchon n'a fait que dire ce que nous n'avons fait que ressasser et qui fait peur au régime Ouattara. Et pour terminer, vous pouvez imaginer, j'ai fait des conférences avec des amis qui sont encore en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est moi qui suis traqué? Mais parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Mhm. Et Mhm. j'ai dit, Alors, merci beaucoup, docteur Bogasako Gervais. Vous aviez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas surpris. Pourquoi? je ne suis pas surpris parce que M. Mélenchon, c'est un érudit. M. Mélenchon, c'est un dévancier. Je pense qu'en âge, il doit être mon aîné. Mais au plan universitaire, au plan de l'intelligence, de l'intellectualité, il est très pointu. Et beaucoup, au-delà même de la politique, M. Mélenchon est un réservoir de connaissances et d'histoire. Et donc, depuis un certain temps, il a un certain nombre d'analyses. C'est vrai que les gens ont dit il est socialiste, Gbagbo est socialiste. Ça, vraiment, excusez-moi, mais on s'en fout de ça. Ce qu'il a dit, c'est parce qu'il connaît l'histoire et puis il connaît la géopolitique. Il connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, il connaît l'histoire de l'Afrique lui-même, qui est quelque part né, il me semble, dans le Maghreb, dans le nord de l'Afrique. Il connaît bien les réalités. Et donc, et puis pour être un homme politique aguerri, il maîtrise les dossiers qu'il attend aussi parce que je vous rappelle que cela fait au moins 3 mandatures où il va être candidat maintenant, ça va faire la troisième fois. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours candidaté pour la magistrature suprême de la France, donc il connaît les dossiers. Et on n'est pas surpris donc de sa sortie, parce qu'il a été toujours constant. Il connaît les gouvernements poutistes en Afrique, il connaît les rouages de la droite française qu'il combat, il sait comment les manipulations des présidents africains, le marionnettisme des présidents africains fonctionnent. Et donc, il est bien là pour nous en parler et nous ne sommes pas surpris parce que ce n'est pas la première fois que M. Jean-Luc Mélenchon sort et donc aujourd'hui, on n'est qu'heureux de dire qu'ils disent ce que nous n'avons fait que dire et écrire jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire, docteur, retrouve-t-on dans les propos des analyses que vous défendez depuis donc plusieurs années? Mais absolument, absolument. Et tout ça, ça paye parce que les gens lisent les livres que nous écrivons, même si en Afrique, nos dirigeants n'aiment pas lire, ils préfèrent censurer les livres. Aucun de mes livres n'est pratiquement sur le marché ivoirien, mais les Occidentaux lisent. Quand vous écrivez et que le livre sort à l'Harmattan, ces gens-là, ce sont des bouquineurs, ils lisent beaucoup. Et donc, effectivement, nos analyses payent. Et c'est pour cela que nous sommes traqués. Je le dis parce que c'est la vérité. Les gens, ils savent que quand vous parlez comme cela, l'élite écoute. Et donc, quelque part, nous ne sommes pas surpris que M. Mélenchon reprenne pratiquement ce que nous avions dit et qui ont fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons en exil. Mais dans la suite des propos, je pourrais vous dire exactement ce qui fait peur au régime Ouattara dans la sortie de Mélenchon, après évidemment avoir analysé le communiqué laconique du régime d'Abidjan. Alors, nous allons revenir à ce communiqué donc tout à l'heure, docteur Bouga Sako, mais juste avant, sur quel point vous êtes d'accord et sur lesquels vous n'êtes pas? Écoutez, est-ce qu'il y a vraiment un point sur lequel je ne serais pas d'accord avec M. Mélenchon? Je ne crois pas. Je peux vous rappeler de bout en bout hein, sur toute la ligne que je partage vraiment cette analyse-là. Il nous fait bien comprendre que en Côte d'Ivoire,
M. Ouattara, l'information majeure qui a fait taire tout le monde, qui en tout cas qui a mis le régime en émoi, c'est de dire il a éjecté tous ses adversaires, en fait, il a instrumentalisé l'appareil judiciaire, notamment le Conseil constitutionnel, pour valider l'exclusion de ses adversaires potentiels principaux, j'allais dire, et il a, oh, bon, la CEI, la commission électorale, n'en parle pas puisqu'elle était carrément dans sa poche, et donc, il a écarté ses adversaires pour s'imposer. Et puis aujourd'hui, il est devenu un peu deuxième vérité. M. Ouattara est aujourd'hui en quelque sorte le pont entre la France et l'Afrique en général, et particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Et donc, tout cela, l'un dans l'autre, lui permettent de... Voilà. Il a fait un troisième mandat, ça c'est une troisième vérité aussi qui arrive. Il a fait un troisième mandat qui était d'ailleurs anticonstitutionnel, et le quatrième l'est davantage. Donc, toutes ces choses-là, M. Mélenchon les ressasse, et nous en sommes très heureux, mais surtout, il attire l'attention des Français pour leur dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire les intéresse, et que les intérêts français en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier ne doivent pas justifier que la France s'immisce dans les politiques nationales africaines et que la France se permette de déloger et d'installer. Cher ami Jacques Roger, pour être honnête, ce que M. Jean-Luc Mélenchon a dit, est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que c'est vraiment nouveau? Pourquoi je le dis? Avant lui, il y a un autre Français, Robert Bourgi, qui a écrit un livre. Ils savent que je sais tout. Tel est le titre du livre, dans lequel il nous sort des extraits disant clairement que M. Nicolas Sarkozy, et que lui, Robert Bourgi, est témoin, M. Nicolas Sarkozy, dans son salon présidentiel, a dit qu'il allait vitrifier M. Laurent Gbagbo. Et il l'a fait. Donc, écoutez, Robert Bourgi est vivant. Nicolas Sarkozy est vivant. Est-ce que, à la vérité, est-ce que ça, ce n'est pas plus gros? Et parce que Nicolas Sarkozy, dans certains autres endroits, avait dit qu'on a dégommé Laurent Gbagbo pour installer Alassane Ouattara. Nicolas Sarkozy l'a dit. Donc, cher ami, quand le gouvernement ivoirien s'exhibe, se ridiculise, c'est pour faire peur à qui? Nicolas Sarkozy est vivant. Robert Bourgi a été plus fort que Mélenchon. Et Robert Bourgi est témoin vivant. Et Robert Bourgi a écrit un livre. Donc, le gouvernement ivoirien s'excite parce qu'en fait, il a honte. Il a honte de la vérité. Sinon, Robert Bourgi, là, il nous a démontré qu'il n'y a pas de barrière entre la politique ivoirienne et la politique française. Et que les Français, les dirigeants français, se sont toujours immiscés dans la politique nationale ivoirienne. Donc, moi, je pense que les propos de Mélenchon, comparés à ceux de M. Robert Bourgi, Mélenchon n'a rien fait. Parce que Robert Bourgi était encore plus fort. Il dit, voici ce que Nicolas Sarkozy a dit, voici ce qu'il a fait. Et il a écrit cela dans un livre. Et je m'en vais pour terminer, parce que c'est ce qui m'a fait sourire dans le communiqué de l'ambassadeur, hein, M. Banama Maurice, que je salue au passage, parce que c'est un ami. Non, je sais qu'on va y arriver, mais je tenais à le dire. Il parle de souveraineté, etc. Je dois lui rappeler que Nicolas Sarkozy, là, il avait adressé un courrier en direct au président de la CEI de l'époque, M. Youssouf Bakayoko. Et dans nos recherches, nous avons retrouvé ce courrier qui se trouve dans mon livre, dans un de mes livres que j'ai écrit. Donc, quand le président français, il n'écrit pas à son homologue français, fut-il Laurent Gbagbo, et qu'il écrit directement à un président de CEI, lui donnant injonction de proclamer des résultats, il n'y a pas meilleure émission dans la politique nationale. Donc, à la vérité, il n'y a pas une Côte d'Ivoire souveraine au plan politique aujourd'hui sous Ouattara qui peut nous faire croire que M. Mélenchon s'est trompé. Non, M. Mélenchon a dit ce que nous savons. Et il a dit, et j'ai dit. Alors, avant de revenir directement à la réponse du gouvernement, tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit que ce discours-là fait peur. Voilà. Alors, vous n'avez pas expliqué le pourquoi. Donc, je vous donne la possibilité, docteur Bogasako, de nous dire pourquoi ces discours provoquent-ils autant de réactions aujourd'hui et ça fait peur. Mais mon cher Jacques Roger, qui est Mélenchon aujourd'hui? Un potentiel candidat à l'élection présidentielle française. Parce que, et heureusement que les Occidentaux respectent encore leur constitution,
Monsieur, comment dirais-je, le président Macron ne se représentera plus. Et selon les sondages en France, il y a deux personnalités qui sont susceptibles de parvenir au second tour de l'élection présidentielle française à venir, qui va se dérouler en 2027. L'une s'appelle Marine Le Pen, l'autre s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen est de l'extrême droite, Jean-Luc Mélenchon est de l'extrême gauche. Et si vous, d'ailleurs, même nous, hein, c'est vrai qu'on parle de Mélenchon, mais on a eu le temps de voir aussi des discours de Mme Le Pen. Maintenant, sur la question de l'immigration, etc., elle nous rejoint carrément. N'oubliez pas qu'elle est un peu comme le président américain aujourd'hui. Voilà, elle préserve les intérêts français. Donc, elle préserve les souverainetés. Elle n'est même pas contre la Côte d'Ivoire. Hein. Elle protège les souverainetés. Et donc, le régime d'Abidjan a peur parce qu'il sent sa fin venir. Donc, je veux répéter pour qu'ils comprennent très bien. Je dis, la sortie de Mélenchon, là, programme la fin du régime Ouattara à travers ses liens avec la France. Parce que quel que soit celui qui va arriver à la tête de l'État français, peu importe les intérêts qu'ils ont en Côte d'Ivoire, qu'ils s'appellent Mélenchon ou qu'elle s'appelle Marine Le Pen, les privilèges que les régimes comme ceux de Ouattara là, ont avec la France sont terminés. Du coup, ils tremblent. Et Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon leur fait peur. Parce qu'ils se disent que ce monsieur, s'il devient président de la France, nous sommes foutus. Moi, je profite pour dire au régime d'Abidjan, au régime Ouattara, s'ils sont malins là, c'est le lieu maintenant là de commencer à voir la CEI, une CEI consensuelle, réunir toutes les conditions pour espérer un jour peut-être rester au pouvoir si les Ivoiriens les ont choisis de la majorité. Mais vouloir tripatouiller pour faire les 4e mandat, 5e mandat, 6e mandat, placer de façon dynastique son successeur, ce sera terminé. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Boga-Sako. Alors, revenons donc à la réponse de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Docteur Boga, est-ce que vous avez lu, bon, ça c'est une question évidente, est-ce que vous avez lu le communiqué d'ambassade? Si oui, ce communiqué répond-il réellement aux accusations formulées par M. Maléchon? Jamais. Jamais, on l'a tous lu. Il n'y a vraiment pas de réponse. Il y a plutôt, comment dirais-je, l'expression d'un mécontentement, donc une protestation, et puis peut-être une menace. Mais les questions de fond demeurent. D'ailleurs, même le gouvernement ivoirien, le communiqué enfonce le régime Ouattara, puisque dans le communiqué, l'ambassadeur nous dit clairement que avec la France-Afrique qui est en train de mourir sur tout le continent africain, le régime Ouattara reste le seul qui brandit fièrement sa soumission. Parce qu'il n'a pas dit comme cela, mais c'est tout comme. Voilà, sa soumission. Il parle d'amitié. Sa soumission au régime, au pouvoir français. M. Ouattara est le seul qui incarne encore le protectorat des intérêts français en Afrique en général et en Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire en particulier. Pourquoi voilà selon ce vous? Que l'ambassadeur a dit. Pourquoi selon vous? Mais parce que il est lui-même France-africain, il a tous ses intérêts en France, monsieur Ouattara, il va toujours se soigner en France, il sait qu'il est lié par la France connaît tous les coups bas, et donc quelque part la France le tient. Parce que la plupart des dirigeants africains qui ont été les valets de la France, c'est simplement parce que la France les tenait. La France connaît des secrets, leurs secrets, et donc la France les tient. Aujourd'hui, s'il n'est pas à Abidjan, il est à Mougins. Et son médecin est un Français. Donc, ton médecin, il te tient, non? Voilà. Donc, la femme est française, lui-même, il est basé en France. Donc, quand il n'est pas dans la Côte d'Ivoire, là, Abidjan, Assini, ben, il est où? Il est quelque part là-bas. Voilà, à Mougins. Alors, docteur Boga, est-ce que, bon, je vais vous permettre certainement donc d'articuler, est-ce que l'ambassade répond telle à des questions sur, l'intervention de l'armée française, je crois, en 2011, l'exclusion de plusieurs opposants, le 4e mandat, le rôle de la justice. Que pensez-vous, hein, si vous voulez donc des arguments? Oui, oui allez-y, oui, allez-y. Oui, non, mais on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire, merci beaucoup de me permettre de rappeler les points. C'est-à-dire qu'on va rappeler encore, dans ce cas-là, les points de Mélenchon qui sont restés en suspens. Voilà. Il a dit clairement que le monsieur a dégagé ses adversaires. Est-ce que le régime en a répondu? Il dit non, non, nous sommes souverains, nous avons nos institutions,
Mais je viens de vous démontrer que le président français d'alors avait écrit à une institution ivoirienne. Donc, il n'y a même pas d'institution qui soit solide, capable de dire non à un chef d'État qui fait une mission directe. Donc, il n'y a pas d'institution forte au sens de Barack Obama, tel que M. Barack Obama le disait à l'époque. On n'a pas d'institution qui soit capable de dire, ah non, mais qui êtes-vous pour m'écrire? Je suis une institution ivoirienne. Je réponds des autorités ivoiriennes, notamment du président de la République de Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Et donc, il n'y a pas eu, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, cet ambassadeur-là, à la question de l'éjection, l'élimination des autres candidats pour faire un quatrième mandat. Et il a ajouté le terme anticonstitutionnel. Mais combien de fois nous n'avons pas rabâché cela? Parce que dans le monde, il vous a toujours dit qu'il y a une norme standard. Les constitutions prévoient 2 mandats présidentiels. La plupart des démocraties dans le monde aujourd'hui ont acté cela. Sauf si dans la Constitution, vous écrivez qu'il n'y a pas de limitation de mandat. Mais tant que cela est prévu, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, les tripatouillages, les genres d'interprétation, là, ça, c'est les Ouattara là, qui sont forts dedans. C'est les Ouattara là, qui le font. Donc, le 3e mandat était anticonstitutionnel et celui-là l'est davantage. Revenons, nous sommes tous souverainistes, hein, c'est clair. Hein. Je pense que j'étais en train de répondre à la dernière préoccupation que vous avez soulevée, à savoir que M. Mélenchon, dans son intervention, a abordé des sujets très graves, des sujets très sérieux, et que si l'on voulait lui répondre, il lui fallut, ma foi, utiliser des arguments beaucoup plus percutants. Malheureusement, l'ambassadeur, dans son communiqué laconique, n'est pas rentré dans le fond. Il a seulement menacé, il a seulement défendu la souveraineté de la Côte d'Ivoire, une souveraineté qui n'existe guère, parce que vous vous rappelez que même le 3e mandat, il a fallu que le président Macron dise que c'est un cas de force majeure. Nous tous, on a retenu la phrase et toute la communauté internationale s'est tue pour que M. Ouattara ait donc au plan international ce coffre-là, cette légitimité. Donc aujourd'hui, le gouvernement ivoirien ne peut pas parler de souveraineté, la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, cette souveraineté-là... Justement, voilà, c'est la question que j'ai posée. Est-ce que docteur, ça ne vous fait pas sourire quand le gouvernement parle de souveraineté? Ceux-là qui sont venus au pouvoir grâce à l'intervention de la communauté internationale, docteur Bogassako. Mais attendez, c'est vraiment ridicule. Regardez à qui ils vont le dire. C'est-à-dire que toute la communauté internationale, là, elle moque le gouvernement ivoirien parce que c'est ridicule. Et quelque part, dans leur salon, les Occidentaux vont dire, mais c'est nous qui vous avons installé, monsieur. C'est nous qui vous avons placé au pouvoir, monsieur. Vous n'allez pas venir nous parler de souveraineté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le revirement de Ouattara est un peu surprenant. Et c'est pour cela qu'avant que je ne vienne ici, notre discours, c'était de dire à la communauté internationale, vous avez installé le monsieur, il est devenu pratiquement comparable à un dictateur, il ne respecte plus les règles. Et pourtant, vous étiez les premiers à croire en lui parce qu'il venait du FMI, il était policé, selon vous, et qu'il allait faire un bon démocrate. Il a fait 2 mandats, il a juré qu'il ne ferait pas un 3e, il a fait le 3e, et chaque fois, il marche sur les corps. Là, aujourd'hui, il est en train de faire un 4e. Je pense que le moment est venu, à travers les discours tels que ceux de M. Mélenchon, pour que la communauté internationale achève de comprendre que tout ce qui se passe là, le monde entier le sait. Mais le monde entier ne dit rien parce que chacun préserve ses intérêts. Nous, Africains, nous, Ivoiriens, nous voulons aller au-delà de ces intérêts-là parce que la sécurité, la paix dans le pays dépendent des élections transparentes. Surtout qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, on a déjà connu plus de 3000 morts à cause d'une élection. On n'a jamais connu de guerre civile dans notre pays. On a toujours vécu avec toutes les religions. Il n'y a que la politique qui a fait qu'on a connu au minimum 3000 morts, 4000 morts, etc. Et donc, c'est la politique qui nous divise. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut profiter de ces discours-là pour que la Côte d'Ivoire se remette à jour. Et le message, il s'adresse à M. Ouattara et à son régime. Non seulement vous avez exclu vos adversaires, non seulement la question de la souveraineté n'est pas respectée, non seulement vous monopolisez, vous tripatouez la commission électorale indépendante, etc., etc. L'heure est venue de faire le bilan et de tirer les leçons. Mais docteur Boga, avant de revenir au dernier segment, est-ce que ça ne fait pas peur, le fait donc de voir
M. Ouattara au pouvoir contesté dans les conditions dans lesquelles il arrive au pouvoir. Et là encore, on parle donc de succession de son frère pour être encore président. Mais tout ça, docteur Bogasako, qu'est-ce que ça Mais vous non, mais fait tout ça? le message est envoyé. Le message est envoyé à ce successeur potentiel-là. Il faut qu'il comprenne que aujourd'hui, le monde entier sera vigilant après Ouattara. Je peux vous garantir, cher ami, c'est vrai qu'on n'a pas encore fini avec le 4e mandat, mais celui qui pense que je suis le frère, donc je profite, me faire une bonne image, pour policer mon image, pour parrainer tout. Même là où les oiseaux font des réunions, on parraine tout pour se faire voir, etc. Ça ne passera pas. Parce que la Côte d'Ivoire a trop d'élites, a trop de cadres capables de diriger ce pays-là, plutôt que de nous entraîner dans une dynastie. Et tout ça en dehors des élections. C'est-à-dire que si toi et moi, on parle toujours de la question de Ouattara 2, c'est parce que le jeu électoral est toujours tripatouillé. Si à la vérité, le jeu était transparent, quiconque veut se présenter, qui s'appelle Ouattara 1, Ouattara 2, Ouattara 3, ce n'est pas notre problème. Parce que nous faisons confiance aux Ivoiriens pour choisir le meilleur des Ivoiriens capable de diriger ce beau pays-là. Mais D'accord. c'est parce que le jeu électoral est tripatouillé que nous crions à longueur de journée et nous ne pouvons plus jamais l'accepter. Et vous avez parfaitement raison. Alors, revenons rapidement sur le dernier segment, Dr. Bogasako. On va parler donc des élections à venir, hein, surtout. Vous Oui. avez déjà commencé à donner votre point de vue. Le débat aujourd'hui dépasse-t-il le cas Maléchon? Et je vous pose la question, les prochaines élections peuvent-elles être véritablement inclusives avec tout ce que nous entendons? Mais aujourd'hui, le message est clair. Et il faut aller au-delà du discours de M. Jean-Luc Mélenchon. Allons-y au-delà du discours de Mélenchon pour comprendre que c'est un signal qui est envoyé à la Côte d'Ivoire. Les prochaines élections de 2030, là, erreur de celui qui va oser bifurquer de la liste électorale un potentiel candidat que les Ivoiriens veulent voir sur la liste électorale. Erreur de celui qui va vouloir mettre le nouvel organe électoral dans sa poche et puis pour faire un simulacre d'élection pour légitimer un Ouattara 2. Erreur de celui qui va encore jouer avec les Ivoiriens. On ne sera plus seul. Parce que dans la communauté internationale, nous aurons des gens comme les Mélenchon ou même Marine Le Pen. Il y en a qui disent que oui, c'est peut-être comme il est en campagne, etc. Non, les Occidentaux ne sont pas comme les Africains. Les Occidentaux ne changent pas les règles. Les règles sont connues et les règles s'appliquent. Et donc, le message là, il va au-delà de Ouattara pour s'adresser à l'entourage de Ouattara. Si vous n'organisez pas d'élections propres pour pouvoir espérer les gagner, si vous voulez tricher encore, ça veut dire que finalement, on ne va plus jamais se laisser faire. Ils Oui, ont commencé. oui, mais docteur Boga, qu'allons-nous faire? Que peut faire la communauté internationale? On n'a jamais pensé que M. Ouattara allait à un troisième mandat, qu'il allait aller à un quatrième mandat. Il a réussi, il a écarté pratiquement ses adversaires, il est président, et comme eux-mêmes le disent, il n'y a rien, il n'aura rien. Mais Docteur. bien sûr, parce qu'il y Oui. a la France. En fait, Jacques Roger, ce qu'il faut que tu notes aujourd'hui, Mhm. c'est que la France, là, elle pèse beaucoup dans la balance au niveau international. Parce que, je t'apprends rien, le monde a été partagé. Et la France, les pays francophones, là, sont le précaré de la France. Quand un sujet arrive à l'ONU, c'est ce que dit l'ambassadeur de France, ce que dit le représentant français, que la communauté internationale suit. Elle disait que M. Gbagbo était un mauvais pion, il fallait l'envoyer à la CPI. Il s'est retrouvé à la CPI. Aujourd'hui, c'est la France de demain, là, avec les Mélenchon, avec Marine Le Pen. C'est cette France-là qui est en train de dire à M. Ouattara, l'élection, le 4e mandat était anticonstitutionnel. Donc, ça veut dire que la communauté internationale qui arrive ne sera plus celle de M. Ouattara aujourd'hui. Donc, on peut garder espoir. Mais quand j'ai fini de dire cela, le gros job, ce n'est pas la communauté internationale qui va le faire pour nous. C'est nous-mêmes Ivoiriens. Il faut que la classe politique, il faut que la société civile, il faut que nos populations comprennent que le moment est venu d'avoir un président élu par les Ivoiriens. Oui, mais docteur Boga, on dit aide-toi et puis le ciel t'aidera. Directement avec, tout commence d'abord en amont avec la CEI. Aujourd'hui, avec ce silence de la classe politique et des Ivoiriens par rapport à la CEI, à la réforme de la CEI, est-ce que cela ne vous gêne pas? D'ailleurs, j'ai vu que vous avez attiré l'attention des Ivoiriens Bien dans sûr. un communiqué en leur demandant de se focaliser un peu sur ça. Ah oui, mais bien sûr. Alors moi, j'ai été très catégorique dans cet appel. C'est un appel que j'ai lancé. Je me suis adressé au président Ouattara et à son entourage pour leur dire qu'on a souffert pendant 30 ans d'une
une commission électorale qui nous a entraînés dans le chaos, qui a fait mourir nos compatriotes, on ne peut plus continuer. Et donc, M. Ouattara, il a procédé de la mauvaise manière, mais dans tous les cas, il a dissous la commission, il nous a rendu un service. Profitons pour mettre balle à terre et puis mettre en place une commission électorale qui soit vraiment indépendante et crédible. Mais autant j'en ai parlé, je me suis adressé au pouvoir, mais autant je me suis adressé à l'opposition. Les querelles intestines, mettez fin à cela. Les divisions en a point fini, arrêtez cela. Concentrez-vous sur la commission électorale. Parce que si vous ne menez pas le combat aujourd'hui, n'attendez pas 2030 pour venir dire j'ai été exclu de la liste électorale et que mon nom ne figure pas sur la liste électorale. Non, n'attendez pas 2030. C'est maintenant qu'il faut mettre en place une commission électorale. Donc le combat se joue maintenant. Et moi, je peux te garantir que le débat aura lieu, le combat aura lieu. Parce Mais que, en fait, docteur Bogassako, quelles que soient les commissions qu'on va mettre en place, la commission qui est là, elle n'est pas mauvaise en tant que telle, mais bien c'est sûr, l'application, vous comprenez? Ce sont oui, les hommes qu'on met à oui, la tête des oui. institutions ou bien de la commission qui posent problème, docteur. Vous Mais voyez tout pas à la chose? fait. Oui. Mais en fait, si tu veux, nous sommes en train de participer, toi et moi, au débat de fond. C'est-à-dire même changer la commission électorale dans n'importe quel organe. Tant que c'est Ouattara qui nomme celui qu'il veut, on n'a pas résolu le problème. Or, nous, dans notre vision, c'est que les dirigeants de cette commission doivent être choisis sur des critères objectifs par appel à candidature, par exemple. En tout état de cause, les personnalités choisies doivent comment dire, inspirer confiance de tous les acteurs. Et puis, on doit leur laisser la liberté, l'indépendance vraie pour mener à bien leur mission. C'est un combat que nous devons mener. Mais il ne faut pas attendre 2030, il ne faut pas se croiser faut pas croiser les mains, etc. Ce que je veux te dire, c'est que en tout état de cause, le débat aura lieu, le combat aura lieu. Parce que le pouvoir voulait profiter pour faire de façon unilatérale un organe à trois têtes. Donc, lui seul, il allait faire cette mission. Il a compris que ça ne marche pas parce que tout le monde est vigilant. Et même le jour où le pouvoir Ouattara se permettrait de faire un passage en force, depuis en passant par l'Assemblée nationale, où il a la majorité écrasante, pour nommer un organe, selon lui seul, sa vision, sans la société civile, sans l'opposition, je pense qu'il aura lui-même déclenché les hostilités. Parce que le combat de 2030, c'est maintenant et pas demain. Et je l'ai dit. Dans ces conditions, que faudrait-il faire maintenant pour, j'allais dire, restaurer donc la confiance entre le pouvoir et puis la population ivoirienne et l'opposition? Le débat s'impose de façon inclusive, pas à Mhm. l'Assemblée nationale, comme Mhm. prétend le faire le gouvernement ivoirien. Le Mhm. débat s'impose. Si le Premier ministre nous a invités, je dis nous parce que j'ai aussi été invité, la FIDOP a été invitée à la primature, il nous a invités, ce n'était pas pour aller faire de la figuration. Sinon, il pouvait prendre un décret et puis nous imposer sa vision. S'il nous a appelés, c'est parce qu'il voudrait que nous soyons témoins. Mieux, que nous soyons aussi participatifs. Donc les Ivoiriens sont prêts. Vous avez regardé dans chaque camp, que ce soit le PDCI, le PPACI, MGC, chacun a une proposition. Les gens ont des propositions sur la table. Un bon gouvernement appelle tout le monde. On met en place, comment dirais-je, toutes les propositions et puis on choisit le meilleur. Ne pas vouloir le faire, ça veut dire qu'on a des volontés de tricher, on a des volontés de s'éterniser au pouvoir et ça ne marchera plus. C'est le message que M. Jean-Luc Mélenchon a envoyé au régime Ouattara et au monde entier. Et Docteur j'ai dit, Boga, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Quel message adressez-vous d'abord aux autorités ivoiriennes dans un premier temps, ensuite à la France et à la communauté internationale et aux Ivoiriens? je commencerai par la France et à la communauté internationale. Mais je salue encore le courage de M. Jean-Luc Mélenchon. M. Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un d'intraitable. Quand il a une idée de la tête, parce que c'est un intellectuel, vous ne pouvez pas la lui enlever là. Et puis il a la confirmation. Je dis, les Jean-Luc Mélenchon là, c'est de la même chose que M. Robert Bourgi. Ce sont des sachants qui savent les vérités, parce qu'ils sont dans les couloirs de la France. Et donc je voudrais le remercier et puis lui dire de temps en temps, il faut hausser le ton de cette manière-là, de penser à ce que la communauté internationale soit consciente. Parce que, par exemple, la communauté internationale anglophone ne maîtrise pas les Ivoiriens, le dossier ivoirien. Donc, quand des sachants comme les Jean-Luc Mélenchon ont ces vérités-là, il faut qu'ils les dévoilent pour que on puisse sauver la démocratie en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, merci à Jean-Luc Mélenchon et à tous les Jean-Luc Mélenchon qui oseront parler au-delà des intérêts français. Mais je voulais m'adresser au régime Ouattara. Monsieur Jean-Luc Mélenchon vous lance un défi. Si vous êtes sûr que vous n'avez pas écarté vos adversaires, si vous êtes sûr
que le quatrième mandat est légal, si vous êtes sûr que vous ne cherchez pas à vous éterniser au pouvoir, portez plainte contre M. Jean-Luc Mélenchon. Il est vivant, il est là. Mais vous faites les communiqués et vous ne répondez pas aux accusations profondes qu'il vous a portées. En tout état de cause, le conseil que je voudrais vous donner, profitez de ces conseils de Jean-Luc Mélenchon pour mettre en place un organe électoral crédible. Pour que l'élection qui arrive en Côte d'Ivoire en 2030, par exemple, ne soit plus suicidaire, ne soit plus meurtrière, mais que ce soit la fête. Les Ivoiriens ont besoin de se retrouver pourvu que la commission électorale rassure tout le monde et qu'elle fasse son travail. Les périodes où M. Ouattara contrôlait la commission électorale, où il contrôlait M. Kuibert, où il a déposé même au Conseil d'État, tout ça là, ça ne nous regarde pas. L'essentiel, c'est que les Ivoiriens entendent choisir leur président, ils entendent choisir leurs représentants en toute légalité, en toute légitimité. Et c'est ce qui va arriver. Merci beaucoup de m'avoir reçu et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Bogassako Gervais. Ce que je peux dire, au fond, donc, le véritable, j'allais dire, le véritable débat est celui-ci. Comment garantir que chaque citoyen, chaque candidat remplissant donc les conditions légales puisse participer librement à une élection crédible, apaisée et acceptée de tous, docteur Boga. Mais tel est le débat, tel est le débat. Pour que cela soit, il ne faudrait pas que quelqu'un ait une idée derrière la tête à vouloir caporaliser une commission électorale. Et ça, c'est un combat aussi de tous les Ivoiriens. Parce qu'ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui disent « Ah non, ça, c'est leur problème politique, je ne suis pas concerné. » Vous êtes concernés. Sinon, nous aurons des présidents qui ne méritent pas de diriger la Côte d'Ivoire et qui viennent pour piller les richesses du pays pour les envoyer ailleurs. Il appartient maintenant à chaque Ivoirien aussi de s'intéresser à cette question-là pour que le futur président de la Côte d'Ivoire soit le choix des Ivoiriens. Franchement, tel est notre rêve pour pouvoir privilégier les intérêts ivoiriens, les intérêts des Ivoiriens par rapport aux autres intérêts. Et j'ai dit. Merci beaucoup et surtout bon week-end, docteur Bogassako. Au revoir. Merci, c'est moi. Merci beaucoup, Jacques Roger.